On disait du champ de neige blanc qu'il était le centre du monde. Un lieu glacé, silencieux, mais habité par des créatures aussi anciennes que terrifiantes. On y racontait l'existence d'un serpent géant et blanc, dévoreur de glaciers, d'un immense ours gris, capable de provoquer des séismes d'un simple pas, et d'un rat maudit, souillant les mers de sa seule présence. Mais malgré ces horreurs, un empereur, jadis revenu vivant de ces terres désolées, avait déclaré que les monstres n'étaient pas ce que le champ de neige avait de plus dangereux. Au cœur de cette immensité glaciale, un homme affronta une créature titanesque, une sorte de scorpion aux pinces acérées. Il se battit avec rage, usant de frappes précises et rapides, jusqu'à ce que la bête s'effondre, vaincu. Après le combat, l'un de ses compagnons, visiblement agacé, commenta avec mépris que cette action était typique d'un barbare, ce genre de brute qui portait son ignorance comme une médaille de gloire. Le jeune homme aux cheveux argentés grogna, excédé, se demandant combien de temps encore il allait devoir supporter ces imbéciles. La jeune fille du groupe, d'un ton innocent, lui demanda ce que signifiait ignorance, et si c'était quelque chose qu'on pouvait manger. Il soupira profondément, désespéré, et lui conseilla d'oublier la question. Plus tard, il les réprimanda avec colère. Ils avaient englouti toute la nourriture qu'il leur avait expressément interdite de consommer sous peine de mourir. Ils s'étonnaient de leur capacité à tout dévorer en moins d'une semaine. Mais la jeune fille et l'homme chauve, loin de se sentir coupables, interprétèrent ces reproches comme un défi relevé. Ils y virent presque un compliment. Mais soudain, l'homme chauve Greta s'effondra, pris de violentes nausées. La fille hurla, secouant frénétiquement son corps inconscient pour tenter de le réveiller. Au milieu du tumulte, le héros repensa, amèrement, à ce qu'il avait toujours souhaité. Ce n'était pas ça. Non, ce n'était pas ce monde-là qu'il avait tant rêvé de découvrir. Ses pensées le ramenèrent en arrière, vers une époque où son cœur débordait encore d'idéaux. Il rêvait d'un monde de magie, d'aventure, de merveille. Il avait quitté son travail, abandonné sa vie monotone, entamé une quête folle. Gravir les plus hautes montagnes, atteindre le cœur de la terre, rejoindre l'extrême sud du monde connu. Il avait tout essayé. Mais il ne s'était rien passé. Nuit après nuit, il avait prié pour se réveiller dans un univers fantastique. Et un jour, son vœu fut exaucé. Le récit se déplace alors vers ce passé glacial. Un homme grelottait, transi par le froid mordant. Son compagnon lui conseilla de se couvrir davantage s'il ne voulait pas geler sur place. Il faisait partie d'un groupe de mercenaires, dirigé par un capitaine en mission périlleuse, traverser le champ de neige blanc. L'un d'eux protesta. Cette expédition, affirma-t-il, relevait de suicide, peu importe la récompense promise. Traverser cet enfer était de la folie pure. Le capitaine leur ordonna de se taire. Ils avaient tous accepté cette mission après tout. « Oui, » répondit l'homme, « mais on ignorait que ce serait à ce point glacial. » Dans la calèche chaussée, un vieil servant demanda à Mileina, une jeune femme issue de la maison Akasha, si elle allait bien. Elle répondit calmement que tout allait bien. Dehors, les gardes râlaient contre le froid mortel. Les servants les traita de misérables insolents, mais Mileina les défendit. C'étaient les seuls qui avaient accepté de les escorter à travers cette étendue glaciale. Elle suggéra même de les faire entrer, car il faisait un froid insupportable. Mais le servant refusa, rappelant à Mileina ce qu'elle savait parfaitement. Ce qui hantait ces terres n'était pas humain. « Les monstres ?» demanda Mileina. Le vieil homme acquiesça et entama alors une légende. Il parlait d'un empereur, jadis avide de conquête. Il rêvait de régner sur le monde entier. Pour ce faire, il avait tenté de dominer le champ de neige blanc. Il avait emmené avec lui ses meilleurs soldats, ses guerriers les plus loyaux, et y s'y était aventuré lui-même. Mais quelques années plus tard, son empire s'était effondré et avait été rayé de l'histoire. L'empereur revint, seul. Vieilli de plusieurs décennies, l'esprit brisé, il murmurait des choses insensées. Il confirma la présence de monstres, mais affirma que le plus dangereux d'entre eux n'était pas une bête, c'étaient les barbares. Il décrivit cet endroit comme un enfer, d'où nul ne revenait. Le servant tenta de balayer cela comme une simple légende. Mais Mileina insista, la parole de l'empereur valait de l'or, surtout que plusieurs des créatures qu'il avait décrites avaient plus tard été découvertes. Le vieil homme hocha la tête. Pourtant,
Aucun témoignage sérieux n'avait jamais rapporté la présence d'un barbare. C'est vrai, admit Mileïna. À cet instant, dehors, le capitaine ordonna à la caravane de s'arrêter. Il avait aperçu une silhouette, à l'horizon, à peine visible dans le blizzard. Il précisait que la bonne nouvelle était que l'être approchant était de petite taille. La mauvaise, c'est qu'il venait droit sur eux. Tous se figèrent. Quand la silhouette se rapprocha, les mercenaires comprirent avec horreur qu'il s'agissait bien d'un humain, mais pas n'importe lequel. Un barbare. Le sang de plusieurs d'entre eux se glaça. La créature mythique marchait calmement vers eux. Arrivé à leur niveau, il déclara qu'il ne supportait plus la compagnie des autres barbares et qu'il était simplement sorti se promener. Il se présenta alors. « Je suis Kétal, de la tribu d'Achen. » Il parut surpris de croiser des étrangers ici et affirma que cela relevait presque d'un miracle. D'un ton léger, il supposa qu'ils étaient des mercenaires protégeant une caravane marchande et leur recommanda de rebrousser chemin, même s'il doutait qu'ils l'écoutent. Il demanda alors si leur employeur se trouvait dans la calèche et, contre toute attente, sourit. « J'aimerais être engagé moi aussi, déclara-t-il. Les mercenaires abasourdis ne comprirent pas. « Comment ça, engagé ?» balbutia-t-il un. Kétal précisa, il se proposait de les aider à traverser le champ de neige blanc. Leurs regards méfiants s'échangèrent. Pourquoi un barbare légendaire demanderait-il à travailler pour eux? Était-ce un piège? Kétal devina leurs pensées. « Si j'étais hostile, vous seriez déjà tous morts, dit-il calmement. L'un des mercenaires tourna lentement sa tête vers son capitaine, attendant sa décision. Dans la calèche, Mileïna et le majordome avaient entendu toute la conversation. Le capitaine s'adressa à Mileïna. Le barbare demandait à être engagé. Quelle est votre décision? Le servant, inquiet, demanda à voix basse ce qu'il se passerait s'il refusait. Le capitaine lui répondit sans détour, s'il combattait, il n'aurait aucune chance. Mileïna n'hésita plus. Elle ordonna au capitaine d'accepter l'offre du barbare. Celui-ci s'inclina, respectueux de sa décision, puis annonça à Kétal qu'il était engagé. Kétal accueillit la nouvelle avec un sourire de contentement. Mais à la surprise et à l'effroi du capitaine, il se dirigea aussitôt vers la calèche sans attendre d'autorisation. Le capitaine tenta de l'arrêter, mais Kétal leva calmement la main, déclarant qu'il n'y avait aucune raison de s'alarmer. Il affirma qu'ils n'étaient que des employés et qu'ils devaient s'entretenir directement avec l'employeuse. Le capitaine tendu l'avertit sans détour. Au moindre geste suspect, il n'hésiterait pas à agir. Kétal ne répondit rien. Derrière eux, un mercenaire nerveux demanda s'il était vraiment raisonnable de le laisser approcher la jeune femme. Un autre suggéra qu'il devrait intervenir en tant que garde. Son compagnon éclata d'un rire sans joie, affirmant que tenter de l'arrêter relevait du pur fantasme. Dans la calèche, le servant paniqua en voyant le barbare se rapprocher, mais elle lui demanda de garder son calme. Dehors, la voix grave de Kétal résonna à travers le vent. Il demandait poliment s'il pouvait entrer. Mileïna, saisie par l'étrangeté de l'instant, resta figée un instant. Puis, reprenant contenance, elle l'autorisa à monter. À peine entré, Kétal déclara qu'il espérait que le vieil homme s'était apaisé, assurant qu'il n'avait aucune intention de leur faire du mal. Mileïna l'observa, le cœur battant. Devant elle se tenait le barbare légendaire des récits anciens. Elle le salua avec une certaine nervosité. Il répondit d'un ton calme et posé. Jetant un regard autour de lui, Kétal commenta la chaleur agréable qui régnait à l'intérieur de la calèche, chose rare dans un champ de neige. Mileïna lui expliqua que cette chaleur venait de la magie. Kétal hocha la tête, satisfait, comme s'il s'était attendu à cette réponse dans un monde tel que celui-ci. Mais très vite, il alla droit au but. Il expliqua que cet endroit était bien trop dangereux et qu'avec leur escorte actuelle, leurs chances de survie étaient infimes. Il proposa donc de prendre personnellement leur protection en main. Cependant, précisa-t-il, il avait une condition. Mileïna lui demanda alors ce qu'il attendait en échange. Le barbare lui révéla qu'il ne demandait rien d'autre que des connaissances, des informations venues de l'extérieur du champ de neige, plus précisément, celles qu'elle possédait. Intriguée, Mileïna voulut savoir plus. Il la rassura, elle ne perdrait rien dans l'échange. Après un bref silence, elle comprit qu'elle n'avait guère d'autre choix. Alors elle accepta.
Kétal sourit, visiblement satisfait de sa réponse, et il lui demanda son nom. Elle se présenta, Mileïna, de la maison Akasha. Il s'inclina légèrement et répondit qu'il était Kétal, honoré de travailler avec elle. Le récit bascula alors dans les pensées du barbare. Kétal se souvenait du jour où il s'était réveillé ici, sans comprendre pourquoi ni comment. Lui qui rêvait depuis toujours d'un monde féerique, s'était retrouvé piégé dans cette neige éternelle sans échappatoire. Le froid, les monstres, la survie, voilà tout ce qui existait. Il avait dirigé une tribu, combattu, enduré, désespéré. Des années durant, il avait tout tenté pour quitter ce maudit champ de neige. Mais une force inconnue l'en empêchait, une quête incomplète, mystérieuse, comme un verrou magique. Il avait compris qu'il ne pourrait s'en aller qu'en la terminant. Et juste au moment où il s'apprêtait à abandonner, des étrangers venus de l'extérieur commencèrent à apparaître. Kétal n'avait jamais compris pourquoi des gens choisiraient volontairement de venir ici. Mais en les voyant, il comprit une chose. Le monde extérieur, qu'il n'avait jamais atteint, était ce monde de magie et de merveille qu'il avait tant désiré. Dès lors, il ne vivait plus seulement pour survivre, mais pour s'échapper. Il se rappela comment il avait terrassé des monstres, complété des quêtes, lutté corps et âme, animé par une unique pensée. Un jour, il sortirait de cet enfer blanc. Et puisque sortir lui était impossible pour le moment, chaque fragment d'information venu de l'extérieur devenait pour lui un trésor inestimable. Malheureusement, la plupart des humains qu'il croisait paniquaient ou perdaient la raison. Il ne se souvenait même plus de la dernière fois qu'il avait eu une conversation civilisée. Parler avec Mileïna lui semblait une guérison mentale, après des années passées entouré d'ignorants. Revenant à la réalité, Kétal devina qu'il transportait des armes. Mileïna, surprise, demanda comment il avait deviné. Il expliqua qu'il entendait le son des lames affûtées depuis les calèches. C'était évident. Puis, il l'interrogea. « Une guerre faisait-elle rage dehors ?» Elle confirma. L'Empire et le Royaume étaient en guerre ouverte. Kétal commenta que le monde extérieur n'était donc pas si paisible que cela. Mileïna acquiesça et ajouta que l'Empire avançait en nombre, mais que le Royaume résistait farouchement grâce à des maîtres épéistes et des héros protégeant les frontières. Ces termes piquèrent la curiosité du barbare. Il demanda quel genre de pouvoir ces personnes utilisaient. Mileïna fut étonnée qu'ils ne connaissent pas le mysticisme. Il lui répondit qu'il n'avait jamais quitté cet endroit. Elle admit ne pas tout comprendre elle-même, mais tenta d'expliquer. Elle lui révéla que dans ce monde existait une puissance appelée mysticisme, ressentie ou maîtrisée uniquement par une poignée d'élus. Ces individus étaient classés par rang. Le 3e rang pouvait simplement ressentir le pouvoir. Le 2e rang était capable de l'utiliser. Le 1er rang, quant à lui, pouvait le manifester sous forme d'aura ou de mana. Les chevaliers, mages et utilisateurs d'éléments appartenaient généralement à ce rang. Mais au-delà de ces niveaux, les rangs n'avaient plus de sens. Ceux qui les dépassaient étaient au-delà de l'entendement humain. C'était le rang transcendant, réservé à ceux qui pouvaient plier le ciel et la terre à leur volonté. Les maîtres épéistes appartenaient à cette catégorie. Et enfin, au sommet, se trouvait le héros, un être mythique capable non seulement de manier le mysticisme, mais aussi d'influencer le monde lui-même. Mileïna conclut que même un détenteur du 3e rang était considéré comme puissant dans une région isolée. Kétal, fasciné, déclara alors qu'il aimerait rencontrer ces êtres-là. Mileïna resta interdite. En fort intérieur, le barbare se disait qu'il ne savait plus depuis combien de temps il était piégé ici. Il n'avait fait que lutter pour survivre. Tout ce qu'il savait, c'est qu'il se trouvait dans un champ de neige, au cœur d'un monde de fantaisie, et qu'il ne pouvait pas s'en échapper. Non, il se corrigea. Il devait s'en échapper. Mileïna reprit la parole, lui demandant s'il était bien un barbare. Il répondit qu'on pouvait le voir ainsi, et devina à son regard qu'elle avait déjà entendu parler de lui. Mileïna confirma qu'une légende circulait à son sujet. Kétal fut surpris. Puis il rit doucement, réalisant que le fou qu'il avait rencontré jadis n'était autre que l'empereur dont parlaient les récits. Il confirma à Mileïna que sa légende était probablement fondée,
Un tel homme était bien venu ici autrefois. Changeant brutalement de sujet, Kettal s'interrogea à voix haute. Pourquoi transportait-on une quantité si massive d'armes à travers un endroit aussi dangereux? Lorsque Kettal lui demanda la raison de son périple, Mileïna répondit qu'ils avaient besoin de beaucoup d'argent. Elle expliqua que sa famille, issue d'une longue lignée de commerçants, avait accumulé d'énormes dettes à cause des manigances de rivaux envieux. Ce voyage représentait leur dernière chance d'éviter la faillite. Mais à la stupéfaction de la jeune femme, Kettal devina aussitôt son plan: vendre des armes au royaume actuellement en guerre contre l'Empire. Mileïna fut saisie. Comment pouvait-il savoir cela? Le barbare expliqua alors son raisonnement avec calme. Elle avait mentionné plus tôt que l'Empire attaquait en grand nombre, ce qui signifiait qu'il ne manquait pas d'armes. En revanche, c'était donc le royaume qui devait en manquer. Et quand l'offre est faible mais que la demande explose, les prix grimpent en flèche. Il conclut que même s'il ignorait la valeur des choses dans le monde extérieur, le profit devait être suffisant pour justifier une traversée aussi périlleuse du champ de Meij. Il en déduisit également que, s'ils empruntaient cette route dangereuse, c'est qu'il n'existait pas d'autre chemin menant au royaume, ce qui signifiait que les frontières des deux territoires se touchaient. Mileïna confirma que son analyse était correcte. Elle restait abasourdie par sa perspicacité. Ce barbare, que les récits dépeignaient comme un sauvage inculte, faisait preuve d'une intelligence aiguë. Qui était-il vraiment? Soudain, la calèche fut secouée violemment. Le serviteur poussa un cri de surprise. Kettal annonça calmement qu'ils avaient reçu des invités non convenus. Dehors, un monstre difforme surgit devant les mercenaires, une gélatine noire énorme et répugnante. Les soldats le reconnurent immédiatement. « Un slime noir », murmura l'un d'eux. Kettal demanda si tel était vraiment son nom, mais Mileïna confirma, précisant que c'était une créature répertoriée dans les archives. Elle expliqua que depuis des années, de nombreux aventuriers puissants avaient tenté d'explorer ce champ de neige. Rares étaient ceux qui en étaient revenus vivants, mais ceux-là avaient laissé des témoignages de leur rencontre. La slime noire figurait parmi les monstres les plus fréquemment mentionnés. Elle demanda alors à Kettal si elle la connaissait également. « Bien sûr », répondit-il d'un ton désinvolte. « Ce sont des créatures élastiques, plutôt bonnes pour une collation. » Il les décrivit comme un repas acceptable. Mais Mileïna, horrifiée, lui demanda s'il plaisantait. Il lui proposait d'y goûter, suggérant même d'en chasser quelques-unes, mais la jeune femme refusa immédiatement, paniquée. La gélatine noire se mit alors à attaquer. Tous les regards se tournèrent vers Kettal, attendant une intervention. Mais ce dernier précisa qu'il avait passé un pacte. Il s'était engagé à protéger leur vie, pas à se battre à leur place. Il n'interviendrait que s'ils étaient réellement en danger. Pour lui, il s'agissait aussi d'un test. Il devait évaluer le niveau de puissance du monde extérieur. La créature lança son attaque. Le capitaine ordonna à ses hommes de lever leurs boucliers. Les mercenaires se défendirent du mieux qu'ils purent, mais les coups de la créature étaient d'une violence brutale. L'un d'eux tenta un saut pour l'achever, fut projeté au sol comme un vulgaire insecte. En jurant, il maudit la force du monstre. Soudain, le capitaine se rappela une information cruciale. Il cria que la slime noire ne pouvait se déplacer qu'en ligne droite et ordonna à ses hommes de se disperser pour coordonner leurs attaques. Les mercenaires comprirent immédiatement et exécutèrent le plan avec précision. Ils esquivèrent les assauts et frappèrent tous ensemble. Sous le poids de ces attaques synchronisées, le monstre hurla de douleur. Le capitaine leur cria de ne pas relâcher la pression. Mais réalisant que l'écoute ordinaire était inefficace, il ordonna de viser le noyau caché quelque part dans le corps de la bête. Brandissant son épée luisante, il la planta avec force, tranchant le corps visqueux. Le noyau rouge se brassa et la créature commença à fondre. Le groupe laissa échapper des exclamations haletantes, étonné d'avoir réussi à la vaincre. Mais la célébration fut de courte durée. Un hurlement glacial fendit l'air. Un énorme loup géant s'approcha. Sans attendre d'ordre, les mercenaires se ruèrent à l'attaque. L'un d'eux hurla de viser la gorge, tandis qu'un autre bondit directement sur le monstre. Après ce nouveau combat, un mercenaire, gonflé d'arrogance,
déclara que ce champ de neige n'était pas si dangereux, que les rumeurs l'avaient sans doute exagéré. Mais le capitaine, les traits fermés, les mit en garde. Il n'était même pas à la moitié du chemin. Un murmure s'éleva alors parmi les hommes, portant sur Kétal. Un mercenaire s'interrogeait à voix haute. Le barbare était-il vraiment aussi fort que les légendes le prétendaient? Un autre enchérit. Kétal, censé être au bas de la chaîne alimentaire ici, se reposait entièrement sur eux. On devrait peut-être vérifier sa force, ajouta-t-il. Dans la calèche, le silence régnait. Un mercenaire s'approcha pour parler à Mélena. Il lui rappelait que eux, les soldats, risquaient leur vie chaque jour pour cette mission. Ils avaient accepté un contrat que personne n'avait osé signer, rien qu'en entendant la description de la mission. Mélena les remerciait sincèrement, reconnaissant que sans eux, elle n'aurait même pas pu tenter ce voyage. Mais le mercenaire exprima un doute. Le barbare n'avait encore rien prouvé. Il voulait vérifier s'il méritait vraiment le traitement spécial dont il bénéficiait. Le capitaine affirma qu'il avait tenté de les en dissuader, mais il n'avait rien voulu entendre. Kétal, qui avait tout entendu, se leva. Il déclara qu'il n'avait aucun problème à tester sa force, mais pas maintenant, car selon lui, d'autres visiteurs étaient venus avant eux. Une voix sinistre résonna dans le champ gelé, parlant d'un ton moqueur et cruel. Elle se disait ravie de voir de faibles humains qu'elle considérait comme une délicieuse offrande. Une créature gigantesque émergeait, un serpent blanc, terrifiant, au regard meurtrier. Hurlez, souffrez autant que vous voulez, cela ne rendra mon eba que plus savoureux. Son aura écrasante fit hurler de douleur Mileïna et les mercenaires, mais Kétal s'interposa. Il ordonna au serpent de cesser, déclarant que ces humains étaient ses invités. Il exigea qu'il reparte immédiatement. Le serpent, surpris, lui rappela les règles du champ de neige. Aucun barbare ne pouvait quitter le territoire de sa tribu. Kétal répliqua sèchement que cela ne le concernait pas. Le serpent vexé s'exclama « Comment un barbare ose-t-il me donner des ordres, moi, un immortel ?» Kétal eut un sourire froid. « Alors tu as besoin d'être corrigé. » Et sans attendre, il se jeta sur la créature dans une attaque foudroyante. Le choc entre les deux titans engendra une explosion d'énergie, projetant une onde de choc si puissante qu'elle secoua tout le champ de neige. Mileïna hurla sous l'effet de l'explosion et de l'onde de choc qui en résulta. Devant elle, Kétal se tenait droit, dominant la carcasse du serpent blanc terrassé, déclarant que ce genre de créature ne comprenait qu'une chose, la violence. C'était le type d'ennemi qui n'obéissait qu'après avoir reçu une bonne correction. Mileïna observait la scène, figée d'ébahissement. D'une voix rassurante, Kétal lui promit qu'il allait en finir rapidement. Et comme pour sceller ses paroles, il libéra une attaque finale, dévastatrice, qui pulvérisa la bête dans un éclat de lumière aveuglante. Après ce spectacle, les mercenaires qui, quelques instants plus tôt, avaient osé douter de sa puissance, s'agenouillèrent pour implorer son pardon. Kétal leur répondit qu'il ne leur en voulait pas. Il comprenait que la confiance ne se gagne pas facilement, surtout lorsqu'il s'agit d'un inconnu. Puis, alors qu'il reprenait la route, Kétal se tournant vers Mileïna, il lui annonça qu'il avait une question à lui poser. D'un ton calme, il souligna que son langage raffiné et sa tenue élégante ne correspondaient pas à celle d'une simple représentante de famille marchande. Il voulait savoir pourquoi elle avait personnellement entrepris un voyage aussi périlleux. Mileïna hésita, puis finit par lui confier la vérité. Elle révéla être la fille aînée de Dame Veliaka, une concubine, la seconde épouse du lord Kassak Akasha. Elle racontait que sa mère, offerte dans un mariage politique, avait été utilisée, puis abandonnée, vivant dans la misère et sans véritable pouvoir. Officiellement, elles faisaient partie de la famille, mais en réalité, elles étaient traitées comme des domestiques. Après avoir laissé échapper tant d'intimité, Mileïna regretta immédiatement ses paroles. Pourtant, elle confirma qu'elle s'était portée volontaire pour cette mission dangereuse. Il fallait, selon elle, que quelqu'un montre l'exemple. Kétal déclara alors qu'il comprenait. Il la décrivait comme intelligente, ambitieuse et un brin de cupide. À cet instant, le paysage s'ouvrit devant eux. La sortie du champ de neige. Les mercenaires ébahis contemplaient l'herbe verte qui ondulait doucement sous la brise, signe que leur longue traversée touchait à sa fin. Mileïna remercia Kétal pour sa protection. Celui-ci répondit qu'il leur serait facile de revenir par l'Empire, une fois les armes vendies.
Elle lui demanda alors ce qu'il avait voulu dire en la traitant d'intelligente et ambitieuse. Kétal précisa qu'il n'avait rien insinué de plus que ce qu'il avait dit. Il commença à expliquer. La famille autrefois respectée de Mileïna était aujourd'hui plongée dans le chaos, minée par le manque de fonds. Bien qu'elle ne soit que la fille d'une concubine, si elle prenait les choses en main, qu'elle traçait une voie vers le salut au moment où tout s'effondrait, alors qui le peuple suivrait? Qui mériterait la véritable autorité? Il conclut que son véritable objectif était de s'emparer du pouvoir au sein de la famille. Il lui demanda s'il se trompait. Mileïna admit que son analyse était parfaitement exacte. Kétal commenta que cette histoire n'avait rien d'original. C'était courant qu'un enfant de concubine se voit contraint de relever des défis insensés pour hériter de ce qui ne lui était jamais promis. Mileïna, quant à elle, le regardait avec une pensée troublante. Ce barbare n'était pas un idiot comme tous ces érudits à moitié formés qu'elle avait rencontrés. Il était brillant. Et en l'observant, elle s'imaginait ce que serait si une force dévastatrice, comme celle qui avait anéanti le serpent blanc sans la moindre égratigne, devenait son allié. Elle lui proposa donc une offre. Si un jour, il décidait de quitter le champ de neige, il pourrait venir avec elle. Kétal refusa pour l'instant, expliquant qu'il avait encore des affaires à régler. Alors, Mileïna lui tendit un collier, un objet précieux. Elle lui dit que si un jour il sortait et cherchait la famille Akasha, il n'aurait qu'à présenter ce bijou. Kétal accepta le cadeau avec plaisir. Ils échangèrent des adieux sincères. Mileïna le remercia, espérant qu'ils se reverraient un jour. Kétal, silencieux, observa la calèche s'éloigner dans les plaines vertes. 5 ans plus tard, dans les terres enneigées, un message invisible s'afficha devant lui. Quête numéro 1784 accomplie. Toutes les conditions ont été remplies. Un second message apparut. Vous pouvez désormais quitter le champ de neige. Kétal traversa une barrière miroitante, franchissant la limite de ce monde glacé qu'il avait enfermé si longtemps. En marchant, il pensa que c'était enfin son premier pas dans ce monde de fantaisie qu'il avait tant désiré. L'odeur de l'herbe, le bruit de la rivière, le souffle des animaux. Tout cela l'envahissait d'une joie profonde qu'il n'avait jamais connue dans l'hiver éternel. Il déclara qu'il n'y retournerait jamais. Il avait enfin atteint le monde qu'il avait rêvé des années durant, un monde de magie, de mystère, peuplé de dragons, d'elfes, de sortilèges et d'épées. Même si son point de départ avait été un enfer, il avait survécu. Il cria à la neige lointaine qu'il allait profiter pleinement de cette vie, que son désir ardent d'atteindre ce monde avait été son unique moteur pour rester en vie jusque-là. Puis, il sentit une présence, un regroupement d'êtres vivants à proximité. Il supposa qu'il s'agissait d'un village et son cœur s'accéléra à l'idée de voir enfin une ville civilisée. Il se remémora les barbares ignorants avec qui il avait vécu, ceux qui ne comprenaient rien à l'importance d'un abri bien conçu, et ressentit une nostalgie étrange pour la chaleur humaine. Alors qu'il réfléchissait à la manière de se présenter avec courtoisie, une voix résonna dans la forêt. « Chers villageois elfes, voici votre nouveau foyer. » Un groupe d'elfes déchargeait ses affaires, célébrant leur nouvel habitat. Un jeune elfe anxieux demanda à l'ancien si l'endroit était réellement sûr. Le vieil elfe le rassura, bien que le jeune craignît la proximité du champ de neige. Le doyen comprenait, il redoutait l'émergence de monstres. L'ancien expliqua qu'aucune créature n'était sortie du champ de neige depuis des millénaires. De plus, ils avaient installé une barrière magique dissimulant l'endroit, grâce à une ancienne magie elfique. Tant que cette barrière resterait intacte, aucun intrus ne pourrait les atteindre. Et même si un monstre parvenait à percer, Sa Majesté la Reine était là. Une entité que même les horreurs du champ de neige n'osaient approcher. À cet instant précis, Kétal sentit comme un déchirement sous sa main. Il se demanda brièvement s'il venait de briser quelque chose, inconscient d'avoir traversé la barrière sacrée. Alors qu'il s'enfonçait dans la forêt, il se demandait combien de temps encore il faudrait qu'il marche. Soudain, il tomba sur une jeune elfe égarée. À la vue de cet enfant décompté, il fut submergé d'émotion. La fillette pleurait. Terrifiée, elle avait compris qu'elle s'était perdue. Kétal s'approcha doucement et lui dit bonjour. Mais à la vue de ce géant inconnu, l'enfant s'évanouit de panique. Il la rattrapa aussitôt. Déconcerté, il se demanda quoi faire. Il n'avait même pas eu le temps de parler. Alors il décida de la ramener à son village. Il se souvenait des légendes sur les elfes, réputés pour leur bienveillance et leur hospitalité. Et dans son cœur, il espérait ardemment être accueilli parmi eux. Lorsqu'il arriva au village, portant dans ses bras l'enfant égaré, une femme, probablement sa mère, poussa un hurlement de terreur.
Son cri résonna dans l'air glacial, non seulement en raison de l'inquiétude pour sa fille, mais surtout à cause de la présence d'un humain en ce lieu supposément inviolable. En un instant, l'ambiance bascula, les elfes sur le qui-vive réagirent avec une hostilité immédiate, lui demandant avec méfiance qui il était et comment il avait pu franchir leur barrière magique. Kétal comprit aussitôt que la situation prenait une tournure bien différente de celle qu'il avait imaginée. Il avait espéré une rencontre pacifique, une reconnaissance pour avoir sauvé l'enfant. Au lieu de cela, il faisait face à un mur d'agressivité. La mère de l'enfant continuait de crier, terrifiée. Le doyen elfe, l'air consterné, s'interrogeait à voix haute. Comment un humain avait-il pu pénétrer leur terre sanctuarisée, protégée par une ancienne magie? Un éclaireur rapporta alors qu'une fissure avait été repérée dans la barrière. Le doyen, pris de panique, demanda où se trouvait Sa Majesté la Reine. On lui répondit qu'elle s'était absentée pour une courte reconnaissance. Kétal tenta d'expliquer qu'il n'était pas un ennemi, mais un guerrier sans intention malveillante. Mais un des gardiens pointa son arme sur lui, menaçant de le traquer jusqu'aux confins du monde s'il ne rendait immédiatement pas l'enfant. Le doyen, persuadé que leur refuge avait été découvert, conclut que les humains devaient s'être préparés longtemps avant de lancer une attaque. Il croyait que leur présence ici était le fruit d'un plan bien orchestré. Kétal comprit alors qu'il le prenait pour un ravisseur. Il savait qu'il devait clarifier le malentendu rapidement. Déposant l'enfant, désormais réveillé, au sol, il lui demanda doucement de retourner auprès des siens. Mais la petite, tremblante, fixait Kétal avec des yeux terrifiés, effrayée par son apparence. Elle s'enfuit en courant, en pleurant, poussant des cris si intenses que Kétal se demanda s'il avait vraiment un visage aussi monstrueux. Il en resta un instant hébété. Dans les étendues glaciales du champ de neige, personne ne s'était jamais effrayé ainsi de lui. De nouveau, il tenta de parler aux elfes, leur expliquant qu'il avait ramené l'enfant sain et sauf, qu'il ne représentait aucune menace. Mais le doyen, laissant embrumé par la peur, s'écria que l'otage avait été relâché et donna l'ordre d'attaquer. Les archers elfiques bandèrent leurs arcs. Les premières flèches volèrent, ricochant sans effet sur son corps. Il se demanda alors s'ils écoutaient réellement ce qu'il disait. En observant leur visage crispé, il songea à la distance entre les légendes et la réalité. Dans les contes, les elfes étaient décrits comme des êtres pacifiques, proches de la nature. Mais ceux qu'il avait devant lui étaient farouches, violents. Il en conclut que la nature n'était pas douce, mais brutale, et que vivre en harmonie avec elle, c'était peut-être aussi adopter ses lois impitoyables, la survie du plus fort. Les attaques se poursuivaient et Kétal, toujours impassible, décida qu'il était temps de calmer les esprits. Il relâcha alors une vague massive d'énergie pourpre. L'explosion fit trembler la terre, projetant les elfes dans les airs comme des feuilles balayées par le vent. Le doyen, debout au milieu de la tourmente, fixait le cratère avec stupeur. Kétal, planté au cœur de l'impact, répéta d'un ton calme qu'il n'était pas leur ennemi. Il songea alors, en observant le chaos, qu'il avait peut-être légèrement mal évalué la puissance de son attaque. C'est alors qu'une nouvelle flèche fendit l'air. Entourée d'une aura enflammée, semblable à celle d'un phénix, elle s'abattit sur lui dans une déflagration incandescente. C'était la reine des elfes elle-même, Marcelia Aziz Garcia. Venue en hâte à la suite de l'alerte, elle demanda avec autorité ce qui se passait. Le doyen l'informa qu'un humain les avait attaqués. La reine conclut que ses pires craintes s'étaient confirmées. Cet endroit n'était plus sûr. Kétal tenta de lui parler, espérant que, cette fois, on l'écouterait. Le doyen, lui, restait pétrifié de voir que Kétal avait survécu à l'attaque directe de leur souveraine. La reine méfiante lui demanda s'il était un autre ennemi venu nuire à son peuple. Elle déclara que les humains étaient des créatures méprisables et se présenta comme la reine de la tribu de la Feuille. Sa flèche, toujours pointée vers lui, brillait d'une lumière menaçante. Elle jura qu'il paierait le prix fort pour avoir osé convoiter son peuple. De son côté, Kétal bouillonnait intérieurement. Pourquoi était-il si difficile de simplement parler ? Ils parlaient la même langue, et pourtant le dialogue semblait impossible. Il se demandait si elle l'ignorait délibérément, ou si la haine entre humains et elfes était vraiment aussi enracinée. Il se remémora alors une leçon apprise dans le champ de neige. S'il ne t'écoute pas, frappe jusqu'à ce qu'il t'écoute. Il comprit que le moment de la diplomatie était passé. La reine décossait sa flèche. Elle se transforma en une immense tête spectrale de dragon bleu.
Kétal serra le poing, concentrant son énergie. Il frappa la tête du dragon en pleine trajectoire, provoquant une explosion titanesque. La reine, abasourdie, fut projetée au sol. Kétal observait son propre poing, regrettant de ne pas avoir davantage contrôlé sa force. Il pensa qu'il avait peut-être exagéré. De son côté, la reine comprit dans cette fraction de seconde que son adversaire était bien plus fort qu'elle ne l'avait imaginé. Il n'était pas un simple intrus, c'était un être transcendant. Elle ordonna aussitôt à son peuple d'évacuer les lieux pour leur sécurité. Alors que les elfes se repliaient, la reine s'adressa à Kétal. Elle admit sa puissance, mais lui assura qu'il n'atteindrait jamais son objectif. Kétal, frustré, se dit que tout cela était qu'un désastre. Tout ce qu'il voulait, c'était leur parler. Mais la reine n'en avait pas fini. Elle commença à psalmodier une incantation ancienne appelant un esprit au pouvoir brûlant. Une silhouette surgit dans un déluge de flammes, un taureau gigantesque aux cornes incandescentes, incarnation de l'esprit de feu Fiego. Kétal, ébloui, sentit son cœur s'emballer. Enfin, il assistait à une véritable invocation. Les créatures du champ de neige étaient effrayantes, certes, mais la plupart étaient grotesques. Ce taureau enflammé, lui, était une pure merveille. Il se dit que c'était là, à ses yeux, le véritable monde de fantaisie qu'il avait toujours rêvé de rejoindre. La reine ordonna à Fiego d'éliminer l'intrus. L'esprit soupira, se plaignant que les contrats d'invocation étaient toujours fastidieux. La reine l'intima de se taire. Elle pensa intérieurement que les esprits puissants étaient tous anciens et arrogants, et qu'elle n'aurait pu sceller ce contrat sans l'aide d'une autre tribu. Elle n'avait jamais imaginé devoir l'invoquer de cette manière. Elle ordonna à nouveau à Fiego d'exécuter le contrat. Fiego s'arrêta un instant. Il regarda Kétal et, intrigué par son aura oppressante, se demanda s'il avait vraiment affaire à un simple humain. De son côté, Kétal, toujours dans une forme d'extase devant la beauté de la scène, comprit soudain avec un certain désespoir que l'ennemi désigné par l'esprit, c'était lui. Fiego, avec un rictus moqueur, déclara qu'un humain osant convoiter une race liée à la nature méritait d'être réduit en cendres. Fiego se lança vos un assaut furieux contre Kétal. Celui-ci se prépara à encaisser l'attaque. Mais à peine le choc amorcé, une onde de choc déferla à travers la clairière. La reine Clis de Cour plissa les yeux sous l'effet de la pression. Lorsqu'elle les rouvrit, ce qu'elle vit la figea d'horreur. Kétal avait stoppé l'assaut avec une facilité déconcertante, tenant une des immenses cornes de Fiego à pleine main. Un sourire étira les lèvres du guerrier. Il se sentit presque soulagé d'affronter enfin une créature monstrueuse. Cela lui évitait toute hésitation à la réduire en miettes. La reine observait la scène, stupéfaite, les traits tordus par la peur. Kétal relâcha une contre-attaque dévastatrice. L'explosion consécutive déchira la forêt dans un fracas apocalyptique. Les rochers environnants volaient en éclats, les échos de la détonation montant jusqu'aux cieux. La reine hurla face à la puissance incontrôlable du souffle. Là où s'étendait autrefois une forêt luxuriante, ne subsistait qu'un cratère gigantesque, fumant. Elle contempla le désastre, le regard perdu dans l'incompréhension. Kétal s'avança alors, lentement, à travers les décombres, en direction de la reine, effondrée au cœur du cratère. L'elfe, vaincu, baissa les yeux et, dans un souffle, lui suppliait d'épargner au moins son peuple. D'un ton calme et posé, Kétal lui assura qu'il n'était pas leur ennemi. Muette de stupeur, la reine ne trouva plus rien à répondre. Ce ne fut qu'après de longues discussions que les elfes acceptèrent enfin la vérité. Kétal n'était pas venu en ennemi. La reine lui présente alors ses excuses officielles, admettant qu'ils avaient jugé trop hâtivement l'homme qui avait sauvé une enfant de leur tribu. Kétal lui répondit qu'il comprenait leur méfiance, d'autant plus qu'ils avaient été chassés par les humains eux-mêmes. Mais il ne put cacher sa peine d'avoir été traité avec hostilité alors qu'il cherchait seulement à parler. La reine voulut confirmer une dernière fois. N'était-il pas l'un des humains qui les pourchassait ? Kétal secoua la tête et expliqua que c'était la première fois qu'il voyait un elfe. Dans les vastes étendues du champ de neige, il n'en existait aucun. À l'évocation du champ de neige, la reine pâlit. Un frisson la parcourut lorsqu'elle comprit à qui elle avait affaire. D'une voix hésitante, elle prononça « Le barbare de la tribu Ashen ?» Kétal acquiesça. C'était ainsi que les étrangers le nommaient. La reine n'en revenait pas. Elle avait toujours cru qu'aucun humain ne pouvait survivre dans ce désert blanc.
Avec inquiétude, elle lui demanda si sa venue signifiait que d'autres pouvaient aussi en sortir. Ketal répondit qu'il l'ignorait. Il ne pensait pas que quelqu'un d'autre pourrait emprunter le même chemin que lui. Il expliqua que dans le champ de nage, des règles immuables s'appliquaient, des règles si strictes que même les dragons n'osaient les enfreindre. Et, pour une raison obscure, lui seul avait réussi à s'en échapper, grâce à une série d'épreuves appelées Quest. Il pensait que son cas était une anomalie rare. La reine poussa un soupir de relâchement. Ketal, lui, s'enquit de l'état de la créature qu'elle avait invoquée. Il lui rappela sans détour que le taureau avait littéralement été tranché en deux. La reine le rassura. Il n'y avait rien à craindre. Les esprits, expliquait-elle, étaient des êtres liés à la nature. Fiego était simplement retourné à son monde spirituel. Éprouvant des remords pour sa rudesse, elle lui demanda s'il souhaitait quelque chose en échange, promettant de lui accorder un feu. Ketal réfléchit alors ce qu'était un esprit et lui demanda si les non-elfes pouvaient eux aussi conclure un pacte avec un. La reine répondit d'abord que cela paraissait impossible, mais changea d'avis. Elle expliqua que certains humains, proches de la nature, étaient parfois capables de nouer un lien spirituel. Après un instant de réflexion, elle lui conseilla de se rendre à Elfo Sagrado, la terre sacrée de tous les elfes, là où résidait leur dieu. Peut-être y trouverait-il la réponse à ses souhaitements. Ketal lui demanda s'il était vraiment possible qu'un humain comme lui s'y rende. La reine répondit qu'avec sa recommandation, cela pouvait être envisageable. Elle lui offrit de lui transmettre la localisation exacte du sanctuaire, à la condition expresse qu'il la garde secrète. Dans son fort intérieur, elle savait ce que cela impliquait. Elfo Sagrado était le lieu mythique que tous les chercheurs d'elfes rêvaient de découvrir. Mais jamais un elfe n'en révélait l'emplacement. Les humains représentaient une menace trop grande, mais elle décida de lui faire confiance. Elle lui tendit un cristal lumineux. Ketal le reçut avec gratitude. La reine lui expliqua que même s'il atteignait Elfo Sagrado, notre dieu ne le laisserait pas passer sans le mettre à l'épreuve. Mais elle exprimait une certaine confiance. Elle pensait qu'il réussirait. Elle lui souhaitait un voyage sans encombre. Ketal lui remercia sincèrement. La reine se présenta alors officiellement. Marcelia Assis Garcia, reine de la tribu de la Feuille. Puis, elle lui demanda son nom. Il répondit simplement « Ketal le barbare ». Quelque temps plus tard, Ketal s'élançait à travers la forêt, à une vitesse fulgurante. Aux frontières du territoire de Balkan, dans le royaume de Géantra, les gardes furent soudain alertés par un grondement assourdissant et une puissance magique inconnue qui s'approchait à toute allure. Le capitaine des gardes ordonna de sonner la cloche d'alarme. Tous les soldats furent mobilisés. Ketal atterrit brutalement, déclenchant un séisme local. La poussière s'éleva, les pierres se soulevèrent. Le capitaine, interloqué par cette arrivée fracassante, le dévisagea. Ketal s'avança vers eux et leur lança « Êtes-vous les gardes de ce territoire ?» Déstabilisés, les soldats se mirent en garde, incertains. L'un d'eux s'interrogea « Était-ce lui, la source de ce fracas? Était-ce un ennemi ?» Un autre, le fixant avec attention, remarqua sa chevelure grise et la cicatrice sur sa poitrine. Son sang ne fit qu'un tour. C'était peut-être le barbare aux cendres. À son approche, les soldats levèrent aussitôt leurs armes, le sommant de ne pas faire un pas de plus, sous peine d'être attaqués. Mais Ketal, imperturbable, leur répondit qu'il ne venait pas en ennemi et leur demanda de rester calme. L'un d'eux, nerveux, lui demanda ce qu'il cherchait ici. Ketal pointa alors du doigt une direction. Un garde intrigué lui demanda ce qu'il voulait dire en désignant la porte de la ville. Ketal exprima simplement son désir de visiter leur territoire. Les soldats interloqués n'en croyaient pas leurs oreilles. La scène se déplaça dans une salle sobre où le capitaine interrogea Ketal. Venait-il seulement pour traverser la ville? Ketal répondit qu'il souhaitait y séjourner un moment, sans savoir combien de temps il y resterait. Le capitaine lui demanda son nom. « Ketal », répondit-il. Puis il demanda une preuve d'identité ou une référence. Ketal n'avait rien à montrer. Mais, soudain, un souvenir lui revint. Le blason que lui avait donné Mileina. Elle lui avait dit de le présenter à la famille Akasha s'il parvenait un jour à sortir du champ de neige. Il le sortit et le présenta au capitaine, lui demandant si cela suffirait. Ketal expliqua qu'il s'agissait de l'emblème de la famille Akasha, reçu d'un de leurs descendants. Le capitaine reconnut le nom, une famille marchande du royaume de Denyang. Il se souvint d'une rumeur à propos d'une expédition commerciale envoyée autrefois dans les neiges.
et il nota que leur influence avait récemment grandi, depuis un changement de chef de famille. Kétal demanda à nouveau si le blason suffisait. Le capitaine admit qu'il n'avait l'air d'un faux, mais précisa que, venant d'un autre royaume, il était difficile à vérifier. Toutefois, il jugea le blason suffisamment utile pour prendre une décision. Il accorda alors à Kétal le droit d'entrer dans leur territoire à une seule condition, prouver qu'il ne représentait aucun danger. Le capitaine de la garde expliqua à Kétal qu'il y avait déjà 3 autres individus dont l'identité restait incertaine et qui cherchaient eux aussi à entrer sur leur territoire. Il précisa que, pour cette raison, une condition s'imposait, former une équipe avec eux et prouver leur bonne foi en nettoyant un donjon situé à proximité. Kétal trouva cette exigence bien plus facile qu'il ne l'avait imaginé. Il accepta aussitôt. Mais le capitaine ajouta une seconde condition. Une fois l'opération terminée, Kétal devait en faire un rapport complet. Kétal comprit rapidement la manœuvre habile du capitaine. En forçant ces étrangers à coopérer, il pourrait par leurs témoignages croisés démasquer toute menace potentielle. Le capitaine, visiblement gêné, changea de sujet et il lui demanda s'il était réellement un barbare. Kétal confirma calmement. L'officier exprima sa surprise, pensant qu'il n'avait jamais su de barbares semblables à lui, croyant toujours que ce peuple n'était qu'une race ignorante. Puis, sans s'attarder davantage, il invita à se mettre en route. La scène se déplaça dans une salle d'attente, où un homme au visage noble, Aleandro Tyrannus, se plaignait avec mépris de devoir explorer un donjon en compagnie d'un vaurien. Ce dernier, un voleur nommé Kazan Arc, répliqua d'un ton agacé, insinuant que le saint chevalier ne faisait que se venger d'avoir été escroqué par un autre voleur. Aleandro s'importa, offensé par l'insolence du voleur. Mais Kazan ne se démonta pas, pointant du doigt son armure usée et l'accusant d'être un imposteur, affirmant qu'un vrai chevalier ne se retrouverait jamais dans cette situation. Il conclut que tous deux n'étaient que des insectes errants. L'atmosphère devint encore plus tendue quand Aleandro menaça de dégainer. Kazan, hilaré, le provoqua à nouveau. Mais Azé, une prêtresse de Calrosia, jusque-là silencieuse, intervint enfin, en demandant qu'il cesse cette querelle. Elle refléta son inquiétude à l'idée de devoir faire équipe avec de tels individus pour affronter un donjon. À ce moment précis, le capitaine de la garde fit entrer, en annonçant que le minimum requis étant de 4 personnes, un dernier membre allait se joindre à eux. Kazan murmura qu'elle espérait que le nouvel arrivant serait au moins quelqu'un de normal. Le capitaine lui répondit avec un sourire énigmatique qu'elle pourrait en juger par elle-même, car il était déjà là. La porte s'ouvrit, Kétal entra. Tous se figèrent, frappés par sa stature colossale. Aleandro nota la masse impressionnante de l'homme, tandis que la prêtresse se demandait s'il s'agissait réellement d'un humain. Quant à Kazan, il sentait aussitôt une pression écrasante émaner de sa simple présence. Kétal, d'un ton léger, salua la petite assemblée et demanda s'ils étaient bien ses compagnons. Le capitaine leur laissa le temps de faire les présentations. Kétal commença par se présenter comme un barbare, puis il tourna vers Kazan, qui répondit timidement qu'il s'appelait Kazan Arc. Aleandro se présenta à son tour, révélant son nom complet, Aleandro Tyrannus. Lorsque Kétal lui demanda s'il utilisait le pouvoir sacré, celui-ci expliqua, un brin gêné, qu'il était un saint chevalier, un peu particulier, incapable d'utiliser la magie divine. Enfin, la prêtresse prit la parole. Elle déclarait appartenir au culte de Calrosia, divinité du mensonge et de la tromperie. Kétal, intrigué, lui demanda pourquoi son identité n'avait pas été confirmée alors qu'elle portait pourtant l'habit d'une prêtresse. Elle expliqua alors que le dieu qu'elle servait n'était guère bien vu. Une fois les présentations terminées, le capitaine annonça qu'il était temps de partir. Le silence pesait sur le groupe lorsqu'ils atteignirent l'entrée du donjon. Le garde les accompagna jusqu'à une ancienne porte scellée et leur expliqua que ce donjon comportait 3 niveaux, peuplés de morts-vivants. Leur mission, le nettoyer et retrouver un insigne caché à l'intérieur. Kétal, déjà en alerte, demanda à Kazan d'exposer le plan. Le voleur s'exécuta. Mais lorsqu'il s'adressa à lui avec formalité, l'homme barbare l'interrompit, hilar, lui demandant de l'appeler simplement Kétal, car ils étaient désormais compagnons. Kazan répartit les rôles. Kétal et Aleandro formeraient la ligne de front, lui-même chercherait les pièges et la prêtresse soutiendrait le groupe par ses pouvoirs divins. Kétal valida l'organisation d'un air jovial, ce qui laissa Kazan perplexe. Le groupe pénétra dans le donjon.
Kétal ouvrait la marche, guidé par la pénombre étouffante. Kazan observa que malgré l'obscurité, rien ne semblait anormal. Aucun piège visible, aucune clé, rien. Un calme suspect. Brusquement, Kazan s'arrêta. Il montra du doigt un monticule d'ossements dispersés sur le sol. Il expliqua que ces fragments appartenaient à des squelettes prêts à se relever et à les attaquer à la moindre approche. Kétal ne vit rien de dangereux à première vue, mais comprit que l'alerte était sérieuse. Kazan pensa alors que le capitaine de la garde savait parfaitement ce qui les attendait ici. Ce donjon n'était pas un test, mais un piège pour se débarrasser des éléments gênants. Kétal réfléchit au mot squelette. Kazan continua, rappelant que ces créatures étaient redoutables. Même réduites en morceaux, elles continuaient à se battre, leur ossement leur offrant une défense remarquable. Le donjon s'avérait donc bien plus difficile que prévu. Prenant les devants, Kazan ordonna à la prêtresse de se tenir prête, demanda à Alejandro de lever son bouclier et prévint Kétal de se préparer. Il expliqua que son rôle serait d'exploiter les ouvertures dans le combat, et que le point faible des squelettes se trouvait au niveau du cou, qu'il fallait frapper à plusieurs reprises. Kétal observa Kazan avec admiration, se disant qu'il faisait un bon leader. Puis, comme prévu, un squelette se leva soudain du sol. Tandis que les autres se préparaient à engager le combat, Kétal leva simplement la main et, d'une gifle fulgurante, pulvérisa le crâne de la créature. Un nuage de poussière magique s'échappa de sa paume, qu'il balaya distraitement. Le silence tomba. Tous les autres membres de l'équipe le regardaient, stupéfaits. Kétal tourna à Kazan et confirma qu'il avait raison. Les squelettes ne bougeaient plus une fois leur tête détruite. Kazan, visiblement mal à l'aise, se dit que ce n'était pas exactement ce qu'il voulait dire. Il précisa que briser les os d'un squelette avec un seul coup était presque impossible, même pour un épéiste aguerri, à moins de maîtriser l'aura. Ce que venait de faire Kétal défiait la logique. En observant les restes de la créature, il comprit que normalement, il fallait frapper plusieurs fois le cou pour séparer les vertèbres, à l'image d'un tronc d'arbre qu'on abat. Mais Kétal, lui, avait réduit le crâne en poudre, d'un seul coup. Kazan admit intérieurement qu'il avait senti la puissance de cet homme depuis le premier instant, mais n'avait jamais imaginé qu'elle serait aussi démesurée. Alejandro, lui aussi, regardait Kétal avec des surons, se demandant s'il était vraiment humain. Kétal imperturbable les invita à continuer. Le reste de l'équipe acquiesça aussitôt, bien que d'un ton nerveux. Kétal ne put s'empêcher de sourire face à leur empressement soudain, qu'il trouva presque amusant. Tandis qu'ils reprenaient leur progression à travers le donjon, soudain un autre squelette surgit devant eux, armé, semblable à celui qu'ils avaient déjà croisé. Instinctivement, chacun se préparait à un affrontement difficile. Cependant, Kétal les arrêta d'un geste calme. Il leur demanda une faveur, de le laisser s'en charger seul. Il expliqua qu'il souhaitait vérifier certaines choses. Les autres membres, conscients de sa puissance, acceptèrent sans discuter. Il les remercia avec une simplicité désarmante. Alejandro, perplexe, se demandait ce qu'il avait véritablement en tête. Kétal s'approcha lentement du squelette, examinant l'ossement d'un œil intrigué, presque scientifique. Le squelette l'attaqua sans sommation. Mais loin de reculer, Kétal attrapa et brisa l'épée avec 2 doigts, puis se contenta d'observer. Il analysa les mouvements de la créature, comme s'il s'agissait d'un partenaire d'entraînement. Il lui lança alors, sur un ton moqueur, une question. « Que comptais-tu faire maintenant ?» Lorsque le squelette abattit son épée, Kétal esquiva le coup avec aisance, puis saisissant son bras, lui demanda, dans un sourire, « Que ferais-tu face à cela ?» Il brisa l'os net, d'un simple mouvement de pression. La créature prise de court semblait presque vexée. D'un mouvement rapide, le squelette rattrapa l'épée. Kétal fit une remarque moqueuse sur la capacité du squelette à changer d'arme de main. Lorsqu'il tenta une nouvelle attaque, Kétal intercepta à nouveau son bras, brisa la lame, puis démantela l'ambre entier avec une aisance effrayante. Le squelette continua pourtant à se battre, mais Kétal esquiva chaque coup fluide, détendu. Il para un coup frontal à main nue, félicita le mort-vivant pour son intelligence et sourit, admiratif. Un grognement incrédule s'éleva dans le groupe. Alejandro, figé, observait la scène, incapable de croire ce qu'il voyait. Il comprit alors, voilà ce qu'était un véritable barbare. La nonne était quant à elle au bord de l'évanouissement. Kétal serein arracha le crâne du squelette, puis il écrasa d'un coup sec sous sa botte. Il se retourna vers ses compagnons, s'excusa de les avoir fait attendre,
mais ceux-ci, encore bouleversés, lui dirent qu'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Quand Kétal proposa de repartir, ils acceptèrent sans discuter. Ils atteignirent bientôt l'entrée du 2e étage du donjon. Kazan, à bout de souffle, suggéra de faire une pause. Kétal acquiesça, ce qui soulagea grandement le voleur. Pendant la pause, Kétal déclara qu'il avait quelques questions à poser sur le donjon. La prêtresse Azaé, d'un ton encourageant, l'invita à parler librement. Kétal, un peu gêné, avoua son ignorance sur de nombreux sujets. Azaé le rassura, affirmant que le désir d'apprendre était une grande qualité, puis lui demanda ce qui l'intriguait. Kétal commença par noter que le donjon se trouvait très près du territoire habité. Il demanda si la présence de créatures et de tels lieux aussi proches ne posait pas problème. Azaé expliqua que généralement, les monstres de donjon ne sortaient pas à l'extérieur, et que dans les rares cas où cela arrivait, les autorités prenaient les devants. Kazan compléta en précisant que les donjons apparaissaient naturellement, parfois sous forme de tours ou de cavernes, et que la plupart d'entre eux surgissaient à proximité des grands centres de population. Il ajouta qu'une fois un donjon détecté, une évaluation de son niveau de danger était menée, et des aventuriers comme eux étaient envoyés pour le neutraliser. Kétal demanda alors s'ils pouvaient apparaître à l'intérieur même du territoire. La prêtresse précisa qu'ils apparaissaient toujours à une certaine distance des zones peuplées. Il voulut ensuite savoir s'il existait une récompense pour la réussite d'une mission de ce type. Azaé répondit que oui. La plupart des donjons abritaient un boss au dernier étage et que sa défaite permettait d'obtenir des récompenses importantes. Elle ajouta qu'un donjon de ce niveau offrait généralement d'excellentes opportunités. Kétal sourit, murmurant que cela lui faisait penser à un jeu. Azaé lui demanda ce qu'il voulait dire, mais il répondit qu'il parlait simplement pour lui-même. Il posa une dernière question, plus étrange que les précédentes. Qui créait ces donjons ? Un silence tomba. La question prit tout le monde de court. Azaé répondit que ces structures apparaissaient naturellement et qu'aucune entité ne les construisait. Kétal exprima alors son scepticisme. Il fit remarquer qu'ils apparaissaient toujours près des lieux habités, comme s'ils avaient été conçus pour être explorés. Il poursuivit, expliquant qu'ils attiraient les gens par leurs récompenses, et que tout cela semblait trop orchestré pour être simplement naturel. Azaé, frappé par la logique de ses paroles, admit n'y avoir jamais réfléchi, car cela lui semblait aller de soi. Kazan, de son côté, reconnut intérieurement qu'il n'avait jamais remis en question ce principe. C'était une vérité acceptée, presque sacrée. Comment un barbare pouvait-il remettre cela en question ? Puis, se ravisant, il conclut pour lui-même que les barbares restaient ce qu'ils avaient toujours été, des brutes ignorantes, des sauvages sans compassion, et qu'aucun raisonnement ne pourrait jamais les changer. Kétal rappela l'équipe à l'ordre, leur demandant s'ils avaient suffisamment récupéré. Chacun confirma, non sans une certaine nervosité. Kétal annonça gaiement qu'il était temps de reprendre leur route. Ils s'enfoncèrent alors plus profondément dans les ténèbres du donjon. Autour d'un couloir, ils tombèrent sur un objet particulier. Kétal s'interrogea à voix haute. Kazan lui expliqua qu'il s'agissait d'un coffre au trésor, une récompense offerte par le labyrinthe lui-même. Il lui dit qu'il pouvait le prendre, s'il parvenait à l'ouvrir. Mais il ajouta que l'ouverture d'un tel coffre nécessitait un voleur expérimenté possédant un haut niveau de maîtrise en crochetage. Il soupira, précisant qu'un tel voleur n'aurait pas besoin de descendre dans un donjon. Kétal, sans se démonter, lui répondit simplement d'ouvrir le coffre. Kazan resta figé. Kétal insista, lui faisant remarquer qu'il s'agissait d'un coffre au trésor et que lui était un voleur. Il déclara tout excité que voir un voleur ouvrir un coffre était l'essence même de leur métier, et qu'il avait hâte d'observer cela. Kazan intérieurement reconnut qu'il n'avait pas tort. Mais il y avait un problème, un immense problème. S'il avait ce talent, il ne serait pas là aujourd'hui. En réalité, il n'avait jamais su crocheter une serrure. Il n'était qu'un petit voleur sans renommée, même pas reconnu par la guilde. Il ne pouvait pas révéler la vérité à Kétal, pas avec ce regard plein d'attente posé sur lui. Kétal, remarquant son hésitation, lança d'un ton tranchant « Tu es incapable de faire cela. Tu es donc inutile. » Piqué au vif, Kazan accepta le défi, poussé par la peur et la honte. Il s'accroupit devant le coffre, sentant le regard brûlant de Kétal dans son dos. Terrifié à l'idée d'échouer, il tenta de se remémorer les gestes d'un ancien voleur qui l'avait jadis servi comme porteur. Il y jouait sa vie.
Il concentra toute son énergie, mobilisant la moindre parcelle de sa mémoire et de sa volonté. Kétal, observant la scène, fut frappé par l'intensité de ses efforts. Un clic se fit entendre. Kazan se redressa, les yeux brillants de larmes, et annonça d'une voix tremblante que le coffre était ouvert. Azé, sincèrement impressionnée, déclara qu'elle ne s'attendait pas à assister un jour à l'ouverture d'un coffre par un véritable voleur et que c'était tout simplement incroyable. Kétal félicita Kazan pour son travail remarquable, ce qui provoqua chez ce dernier une véritable crise existentielle. Depuis toujours, il s'était convaincu qu'il faisait de son mieux pour survivre. Mais à cet instant précis, il remit en question cette certitude pour la première fois de sa vie. Une pensée terrible s'insinua en lui, et s'il ne s'était jamais réellement battu à fond. Ce doute l'acheva. Avec lui, sa fierté s'effondra. Kétal lui demanda alors d'estimer la valeur du trésor récupéré. Kazan calcula rapidement qu'il s'agissait d'une somme suffisante pour faire vivre confortablement une famille moyenne pendant un mois. Le barbare lui confia ensuite la tâche d'organiser le butin. Mais alors qu'il commençait à trier les objets, un cri de terreur déchira l'air. Paniqué, Kazan recula brusquement. Le groupe s'approcha prudemment, reprenant sa progression dans le couloir. Un peu plus loin, ils découvrirent un autre squelette inerte au sol. Kétal leur ordonna d'attendre. Il examina attentivement les alentours, remarqua 4 crânes et en déduisit qu'il y avait 4 squelettes au total. Il annonça alors avec un calme troublant qu'il s'occuperait personnellement de 3 d'entre eux. Un murmure de stupeur parcourut l'équipe. Il ajouta avec un sourire en coin qu'il laisserait le dernier au reste du groupe. Kazan comprit immédiatement, c'était un véritable test, un combat réel destiné à les évaluer. Le reste de l'équipe, comprenant le message, accepta silencieusement. Sous leurs yeux, les os dispersés commençaient à se rassembler, s'assemblant lentement pour reformer 4 guerriers squelettiques. Kazan frissonna en assistant à ce spectacle cauchemardesque. Les 4 créatures se dressèrent face à eux, prêtes à attaquer. Kazan donna le signal. Azé, la prêtresse, entonna sa prière. Les squelettes se ruèrent vers eux. Un d'eux bondit vers Kazan, mais Kétal intercepta les 3 autres d'un geste vif, leur lançant dans un ton ironique de ne pas gâcher cette scène unique. Un squelette s'attaqua à Alejandro, qui para le coup avec son bouclier. Alejandro esquiva à son tour, et Kazan profita de l'ouverture pour frapper. Alejandro incanta un sort, l'ombre de l'illusion, qui atteignit sa cible, la faisant chanceler. Kétal, amusé, observait la scène en ricanant. Il déclara que c'était un exemple parfait de combat d'équipe selon les manuels. D'un mouvement sec, il pulvérisa les 3 squelettes qu'il retenait, puis s'écarta, déclarant qu'il pouvait maintenant profiter du spectacle. Kazan, déterminé, poursuivit son attaque. Tous comprirent que Kétal les testait. Le dernier squelette, déconcerté par la disparition de ses compagnons, semblait désorienté. Kazan, Azé et Alejandro, concentrés, se dirent qu'à moindre signe de faiblesse, ils y laisseraient la peau. Lorsque le combat prit fin, tous étaient épuisés. Kétal observa un instant ses compagnons, pensant que ceux qui avaient osé s'aventurer jusqu'au champ de neige étaient sans exception de forts combattants. Ils poursuivirent leur route. Bien que les ennemis du 3e étage fussent eux aussi des squelettes, l'équipe progressa sans trop de difficultés, guidée par la stratégie et la puissance de Kétal. Finalement, ils atteignirent la salle la plus profonde du donjon. Là, un chevalier squelettique trônait, immobile, sur un siège d'obsidienne. L'aura qui s'en dégageait glaça le sang des aventuriers. Kétal, intrigué, demanda si cette créature différait des autres. Azé confirma que oui, ajoutant que ce genre d'ennemi ne pouvait être affronté que par des chevaliers aguerris. Ils dépassaient largement leur niveau. Kétal demanda alors que se passerait s'ils choisissaient de battre en retraite. Kazan expliqua qu'en pareil cas, le territoire lancerait une enquête. Si la décision était jugée raisonnable, il n'y aurait généralement pas de conséquences. Kétal conclut que battre en retraite serait donc un choix rationnel. Le chevalier squelettif se leva soudain de son trône, une énergie maléfique émanant de lui. Kétal s'en approcha, fasciné par le fait qu'un squelette puisse conserver ainsi sa propre forme. La créature dégaina son épée, prête à un assaut. Azé cria un avertissement. Le squelette avait envoyé une puissante lame d'énergie. Elle tenta de bloquer l'attaque avec son bouclier, mais celui-ci vola en éclats. Alejandro intervint alors, prenant la relève, son propre bouclier encaissant le choc. L'onde de l'impact projeta les membres de l'équipe au sol. Seul Kétal resta debout, imperturbable. Alejandro, encore sonné, murmura son incrédulité face à la puissance de cette simple attaque. Le chevalier chargea alors droit sur Kétal, mais ce dernier ne bougea pas d'un pouce. Il observa calmement son assaillant s'élancer, puis d'un seul coup, le réduisit en poussière. Le silence tomba. L'équipe, sidérée, n'en croyait pas ses yeux.
Kétal s'époussoueta les mains et demanda simplement si c'était tout. Un nouveau coffre au trésor apparut dans la pièce. Kétal appela Kazan, lui demandant s'il pouvait l'ouvrir. Ce dernier, paniqué, répondit qu'il en était incapable. La serrure était bien trop complexe. Kétal déclara que c'était dommage. Kazan suggéra alors de l'abandonner. Mais Kétal ne l'écouta pas. Il s'approcha du coffre, leva le bras et le fracassa d'un seul coup sous les yeux ahuris de Kazan. Le coffre s'ouvrit. Kétal, satisfait, déclara que la récompense était bien plus grande cette fois-ci. Il demanda à Kazan de récupérer le butin. Kazan, stupéfait, pensa qu'il n'avait jamais entendu parler de quelqu'un qui ouvrait des coffres à coups de poing. Alors pourquoi lui avait-il demandé d'ouvrir le précédent? Cette question reste sans réponse. Ils sortirent du donjon qui commença à se désintégrer derrière eux. Kazan expliqua que lorsqu'un donjon était entièrement nettoyé, il disparaissait. Il conclut qu'il n'y avait pas eu de salle secrète cette fois-ci. Kétal, intrigué, demanda si cela existait vraiment. Kazan lui expliqua que ces pièces existaient bel et bien, bien qu'elles soient rares. Kétal trouvait cela fascinant. À leur retour, le capitaine de la garde les attendait, stupéfait de les voir déjà de retour. Il demanda ce qu'il en était du donjon. Kétal répondit, avec un large sourire, que l'expérience avait été très satisfaisante. Le capitaine annonça qu'il allait entamer les procédures de sortie et leur demanda de venir un à un pour l'interrogatoire. La prêtresse fut la première. Elle déclara qu'il n'y a eu aucun problème majeur. Le capitaine lui demanda si, selon elle, le barbare pouvait rester sur le territoire. Il réfléchit en silence, incertain. Il se rendit compte que l'hésitation de la nonne surgissait qu'en évoquant Kétal. Nettoyer le donjon n'était qu'un prétexte, le véritable but était d'évaluer les individus dangereux. Lors de l'interrogatoire de Kazan, il affirma que Kétal ne semblait pas être du genre à causer de problèmes. Alejandro, de son côté, rapporta que le barbare possédait une force brute, mais qu'il n'avait jamais blessé qui que ce soit, ce qui fit penser au capitaine qu'il était fondamentalement différent des autres barbares. Lorsque vint le tour de Kétal, il loua ses compagnons. Kazan pour son efficacité à désarmer les pièges et à tenter l'ouverture du coffre, Alejandro pour avoir tenu la ligne de front avec courage, et Azé pour le soutien essentiel de ses prières durant les affrontements. Le capitaine fut surpris. Ce type de reconnaissance mutuelle était rare, surtout entre des étrangers contraints de coopérer. Finalement, il rendit son verdict. Ils étaient autorisés à rester, mais en cas de problème, ils seraient immédiatement expulsés. Le capitaine leur remit ensuite la récompense pour avoir nettoyé le donjon, leur demandant de se la partager. Kazan en resta bouche bée. Il avait vu des gardes conserver ces récompenses pour eux-mêmes. Cette fois, c'était différent. Kétal déclara avec entrain que la récompense devait être équitablement partagée. Face à cette proposition inattendue, les autres membres de l'équipe, désorientés, refusèrent poliment leur part, assurant qu'ils n'en avaient nul besoin. Mais Kétal insista avec une fermeté joyeuse. Ils avaient vaincu le donjon en équipe et donc chacun méritait sa juste part. Il ne tolérerait pas d'objection. Dans la foulée, il proposa avec enthousiasme de fêter cette victoire dans une taverne voisine. L'équipe, bien que visiblement nerveuse, acquiesça à contre-comptoir. En réalité, tous n'avaient qu'un seul souhait, rentrer chez eux sains et saufs, loin de ce barbare aux élans imprévisibles. À leur retour dans le territoire, le capitaine, songeur, réfléchissait déjà au rapport qu'il devrait rédiger. Il y consignerait un fait marquant. Un barbare avait terrassé un chevalier squelettique d'un seul coup, une prouesse rare. Il conclut intérieurement que Kétal n'était pas un barbare ordinaire, mais une créature brute et puissante au moins du niveau d'un chevalier, voire Odia. Une anomalie, une légende vivante. Le capitaine ordonna à l'un de ses hommes de monter la garde au portail, tandis qu'il se dirigeait vers la salle du trône pour faire son rapport. Le seigneur des terres de Barkhane, Luc Barkhane, l'interrogea dès son entrée. Le capitaine lui annonça l'apparition d'un barbare dans leur juridiction. Le seigneur demanda alors s'il avait autorisé son passage. Le capitaine répondit que oui, justifiant sa décision par l'absence de menace apparente. « Et où est le problème, alors ?» interrogea froidement le seigneur. Le capitaine baissa la voix pour confier que le problème résidait précisément dans la puissance démesurée de ce barbare. Lorsque le seigneur demanda à quel point il était fort, le capitaine répondit que l'homme avait anéanti un chevalier squelettique d'un seul coup. Le seigneur répéta l'information à voix basse, comme pour s'assurer de bien l'avoir comprise. Un tel exploit, murmura-t-il, nécessitait au minimum la force d'un chevalier de premier rang. Puis ses pensées fusèrent. Il se rappela ce qu'il pensait des barbares.
des êtres frustres et incultes, n'agissant que par la force brute. Toutefois, il admit que si Kétal possédait effectivement une telle puissance, il représentait une menace potentielle. Le capitaine, prudent, confirma que cela semblait être le scénario le plus probable, sans exclure que l'homme soit même plus fort encore. Le seigneur soupira. Un tel individu, convaincu que la force faisait loi, ne pouvait que semer le trouble. Le seigneur Barkhane ordonna qu'on le convoque sur le champ, affirmant que la simple présence d'un guerrier aussi redoutable, errant librement dans son territoire, était en soi un risque inacceptable. Il voulait l'observer de ses propres yeux, malgré le danger évident. Lorsque le capitaine exprima des inquiétudes pour la sécurité du seigneur, celui-ci le rassura. Il possédait son propre chevalier. À ces mots, un immense homme en armure émergea de l'ombre derrière le trône, provoquant un frisson d'effroi chez le capitaine. Lord Barkhane demanda alors l'avis de son protecteur. Celui-ci répondit avec assurance que, certes, Kétal semblait fort, mais qu'il n'était qu'un barbare ignorant, incapable de rivaliser avec ses compétences acquises auprès d'un grand maître d'armes. Décidé, le seigneur ordonna qu'on le fasse venir immédiatement. Pendant ce temps, Kétal célébrait dans une taverne. Il rayonnait de bonne humeur tandis que ses compagnons, exténués, peinaient à le suivre dans son appétit insatiable pour la nourriture et l'alcool. Trouvant la cuisine exquise et l'ambiance agréable, il les encourageait à manger à leur guise, précisant que tout était à sa charge. Se tournant vers Alejandro, il lui demandait s'il était bien paladin, avant de l'interroger sur la nature de son pouvoir sacré qu'il n'avait pas vu en action dans le donjon. Alejandro, mal à l'aise, expliqua que sa puissance divine ne s'était pas encore réveillée. Il était encore en phase d'entraînement. Kétal, trouvant cela regrettable, se tourna alors vers la prêtresse Azé pour lui demander s'il existait un temple dédié à son dieu, Calrosia, dans les environs. Elle répondit qu'elle n'en avait jamais vu, car son dieu n'était guère le bienvenu. Calrosia, expliqua-t-elle, était le dieu du mensonge et de la tromperie, une divinité rejetée par le peuple. Curieuse, Azé osa demander à Kétal quel était son véritable niveau de puissance. La question prit de court tout le monde autour de la table. Kétal avoua qu'il l'ignorait lui-même, n'ayant quitté le champ de neige que récemment. À son tour, il demanda des précisions sur la force d'un chevalier squelettique. Azé expliqua qu'il fallait être au minimum de second rang pour en affronter un, et de premier rang pour le vaincre d'un seul coup, comme ce que Kétal avait précisément accompli. Il conclut donc que sa propre force devait correspondre au second rang. C'est à ce moment-là qu'un tavernier affolé surgit, les informant que l'établissement allait fermer. Terrifié par la simple présence du barbare, il tremblait en s'adressant à eux. Kétal s'excusa et invita tout le monde à sortir. Lorsqu'il leur demanda s'ils avaient d'autres projets, tous lui répondirent précipitamment qu'ils étaient très occupés. Il les salua avec regret, espérant les revoir bientôt. Eux, en tant qu'antres, priaient pour ne plus jamais croiser sa route. Plus tard, allongé dans un lit d'auberge, Kétal savourait son confort. Grâce aux récompenses du donjon, il avait pu s'offrir ce luxe. Comparé aux terres glacées du nord, cet endroit lui semblait un véritable paradis. Il songeait à la longue périple qu'il avait accomplie pour atteindre la civilisation, et à cette soif d'exploration qui ne le quittait plus. Le sanctuaire elfien, la tour de la magie, la capitale royale, autant de lieux qu'il rêvait maintenant de découvrir. Le matin à peine venu, une série de coups frappés avec vigueur à sa porte l'extirpa de son sommeil. C'était le capitaine de la garde. Il s'excusa de le réveiller, puis lui annonça que le seigneur souhaitait le rencontrer personnellement. Kétal, intrigué par l'intérêt du maître des lieux, accepta volontiers. En s'habillant, le capitaine le regarda, perplexe face à son absence totale de résistance. Était-il vraiment l'homme dont tout le monde parlait ? Marchant à travers les rues baignées de lumière qu'il n'avait vues que de nuit jusqu'alors, Kétal trouva la ville magnifique. Un sourire rêveur sur les lèvres, il se dit que si ce genre de fantasme devait se répéter, il l'accueillerait avec joie. Le garde qui l'accompagnait, déconcerté par son attitude, décida de meubler la conversation pour détourner son attention. Enfin, le capitaine annonça l'arrivée du barbare. Le lord Barkhane ordonna aussitôt qu'on le fasse entrer. Kétal pénétra dans la grande salle. Le seigneur, maître du territoire de Barkhane, royaume de Géantrara, l'accueillit avec solennité. Ils échangèrent une poignée de main. Kétal, tout sourire, salua le seigneur et se présenta Kétal, le barbare.
Le seigneur Barkhane resta figé, stupéfait de voir un barbare baisser la tête en signe de respect. Le seigneur pensa que jamais un barbare n'avait plié l'échine, eux qui ne vénéraient que la force brute. D'une pensée sarcastique, il se dit qu'à force de vivre, on finissait par tout voir. Il remarqua que Kétal connaissait les bonnes manières, puis il l'invita à s'asseoir. Kétal observa la décoration du château, fasciné. Il nota la présence du chevalier protecteur du seigneur et compara les lieux à ceux des châteaux médiévaux de ses souvenirs d'enfance. Il était émerveillé. Un vrai chevalier, tel qu'il l'avait toujours imaginé. Mais ce chevalier-là émettait une aura tranchante. Le chevalier, quant à lui, considérait Kétal comme un inconscient. Montrer une telle puissance devant le seigneur était une faute impardonnable. Il jura, en silence, qu'il ne le laisserait pas sortir vivant de cette salle. Le seigneur regarda Kétal avec gravité et lui expliqua que la raison de sa convocation était simple. Il souhaitait vérifier quelques points. Kétal acquiesça d'un ton tranquille et lui demanda ce qu'il désirait confirmer. Lorsque le seigneur l'interrogea sur ses origines, Kétal répondit qu'il venait de l'endroit le plus froid du monde, un territoire entièrement recouvert de blancheur. Il précisa qu'il était originaire du champ de neige blanc, ce qui provoqua un choc visible chez le seigneur et son chevalier. Ce dernier comprit alors, avec une certaine difficulté à y croire, que Kétal appartenait bien et bel aux barbares des légendes. Kétal ajouta que ce lieu était cauchemardesque, mais précisa que le seigneur était libre d'accepter ou non cette vérité. Changeant brusquement de sujet, le seigneur lui demanda à quel point il était fort. Kétal reformula la question, soulignant qu'il ne s'agissait pas tant de force brute que de dangerosité. Il avoua qu'il ignorait les standards du monde extérieur au champ de neige, rendant difficile toute évaluation. Le seigneur proposa alors une méthode plus directe, un duel contre l'un de ses chevaliers, avec à la clé une récompense généreuse. Kétal répéta « duel ». Un éclair d'enthousiasme dans le regard. Le seigneur confirma qu'il ne s'agirait pas d'un combat de mort. Kétal esquissa un large sourire. Rien que l'idée de croiser le fer avec un chevalier de ce monde fantasque éveillait en lui une excitation bouillonnante. Affrontait-il réellement un être capable de canaliser des pouvoirs mystérieux et une aura invisible ? De son côté, Lord Barkhane songea que, malgré ses manières polies, un barbare restait un barbare. Sa nature bestiale, avide de combat, demeurait inchangée. Le duel eut lieu dans une vaste arène. Le seigneur en annonça solennellement le début, espérant qu'aucun sang ne serait versé. Le chevalier, gonflé d'arrogance, déclara à Kétal qu'il devait se sentir honoré d'assister à une démonstration de sa maîtrise de l'épée. Kétal répondit calmement qu'il l'espérait bien. Cette sérénité agaça profondément le chevalier, qui jura de lui montrer la différence abyssale entre leurs niveaux. L'attaque fut fulgurante. L'épée du chevalier sembla se multiplier, formant 3 lames qui fendirent l'air en même temps. Kétal, stupéfait, comprit vite que ce n'était pas une simple illusion, ces 3 épées étaient bel et bien réelles. Un héros n'est rien sans ceux qui croient en lui. Commente, like et partage pour qu'on écrive cette épopée ensemble. À très vite. Et d'ici là, restez au top.